Hey yo tout le monde, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne qui est, je vous dis tout de suite, une vidéo test qui va me permettre de préparer les vidéos que je compte faire pour la HDL, globalement un record de mes games. Et pour m'entraîner, je choisis de commenter mon build et ma game sur le dernier match que j'ai pu jouer, c'est-à-dire la finale de la SAC 4 que j'ai eu la chance de jouer contre Braze. On va tout de suite passer à l'analyse du match-up, mais avant, je vais quand même faire une petite présentation de ma draft, étant donné que j'ai pas suivi le tournoi en vidéo en tout cas. Bon, il y a eu des petits problèmes durant les durant les pics, et du coup, je me suis retrouvé avec une draft expérimentale, on va dire. Avec donc un corps initial Chon, Diancie Mega, Aegislash. Alors à la place de Aegislash, normalement c'est un Scizor. Mais Scizor Mega se fait snipe, Scizor se fait snipe, donc du coup je me retrouve avec ça. C'est pas du tout idéal, mais ça fonctionne pas si mal que ça, on va dire. À côté de ça, j'ai un Gyarados et un Iron Nils qui complétaient bien au niveau des types le reste de mon corps. Ensuite, le petit Jolteon qui apporte la speed, le pivot, très très important dans la draft. Le Hitmontop qui permet d'apporter le spin. Et un check physique au cas où je me fais vraiment éclater la gueule. Undum qui est là, qui sert à rien. Le Swalot complètement inspiré de Dagiz, merci à lui de m'avoir fait adhérer à ce Poké. Qui est un bon poison qui coûte pas cher, qui fait des trucs qui pose des petits spikes, dans certains match-ups c'est sortable. Wigglytuff en second ferry entre guillemets, qui peut faire suicide lead, qui peut faire des choses aussi un peu lures, et en dernier un sticky setter en la présence de Swadloon. Et donc, comme je vous le disais, j'affronte Braze qui a clairement la draft la plus broken du tournoi, avec le fameux Charizard, Mega Y qui pose la Sun, et le Great Tusk qui retire les pièges de rock, qui profite avec son talent, etc. Vu que c'était pas assez drôle de base, il a pris Raging Bolt, qui profite complètement de la Sun avec son talent encore une fois, et qui est dramatique en fin de game. Le Lycanroc qui apporte de la speed, une priorité, et qui me pack bien, notamment au niveau de la couverture des types, avec ce qu'il y a précédemment. Iron Crown, au cas où il y avait déjà pas assez de menaces en endgame avec Raging Bolt, ça te fait une deuxième saloperie à gérer en fin de game. Le Whimsicott qui fait ses trucs, un Tailwind, Chlorophylle éventuellement. Encore avec Prankster, etc. Ce genre de choses qui est très très utile contre les hyper-offenses qu'il peut affronter, dont la mienne typiquement. Derrière Sneasler, qui a un très bon combo de stab qui peut sortir, voilà. Et après, c'est les trucs un peu plus anecdotiques. Garbodor en poison, voilà, un peu comme mon Swalot, un Poké qui coûte pas cher et qui fait son taf, on va dire. Altaria qui peut sortir dans les match-up, qui peut faire un peu des trucs tricky, donc trap avec Fire Spin, Perish Song, ce genre de conneries. Tartare qui est un water potable on va dire, qui sort pas beaucoup, mais par exemple je l'ai vu faire des trucs contre Arcanine Isui dans la game contre Gataku si je dis pas de conneries. Et Executor qui est là, voilà, qui abuse de chlorophylle sans doute. Il doit être probablement là pour ça, enfin bref. Donc du coup, comme vous l'avez remarqué, ma draft c'est vraiment une hyper offense, et quand tu joues hyper offense, t'es jamais heureux d'affronter Weather, hein, que ce soit Rain, Sun, Sand, etc. et j'en passe. C'est jamais une bonne nouvelle parce qu'il y aura des pokés qui vont taper débilement fort avec les boosts de dégâts, des pokés qui vont dépasser toute ta draft parce qu'ils ont des talents qui permettent de dépasser chlorophylle, glissade, etc. Donc voilà, donc déjà de base le match-up il est chiant, mais en plus les pokés en eux-mêmes qui dépendent pas forcément de la weather, ils me pètent le cul, hein. C'est-à-dire que ce Lycanroc là, si on regarde, j'ai pas tout de chine. Voilà, après même Iron Crown, ça peut faire tellement de dingueries que t'es jamais content d'affronter ça. Le Whimsicott, c'est une horreur pure et simple, avec son encore Prankster qui fait que je n'ai pas le droit de me setup en fait. Tant qu'il est vivant en tout cas. Même Sneasel qui a pas forcément de chance de sortir, peut en fait sortir et me faire des trucs, me faire très mal. Voilà, Raging Bolt même sans Sun c'est un problème. Great Tusk, en fait, c'est vraiment le fait qu'il soit sous Sun parce que avec le Proto Speed il dépasse tout, et je le win pas bien dessus du tout en fait. Et après forcément Zardigreg, bon pas de Suchin, mais bon ça c'est à peu près normal, et encore je trouve que c'est pas tant le problème dans le match-up.
Donc voilà, on voit globalement que je vais avoir de très légers problèmes, sachant que moi, mes pokés, ils ont quand même des match-ups sympathiques, on va dire, offensivement, mais c'est très difficile de les mettre en place, c'est-à-dire que Garchomp, quand il y a Greatusk en face et Whimsicott, tu passes déjà pas des bons moments. Ensuite, Diancie, Mega qui peut totalement se prendre un Iron Crown à Sauvest et donc en fait ne rien faire de la game tant qu'il est pas weaken. Aegislash offensivement, j'en parle même pas, c'est très compliqué. Gyarados, c'est dur aussi. Iron News a quand même un très bon match-up en fait si j'arrive à placer une Sword Dance après Booster Energy, chose que j'avais déjà tenté de faire quand je l'avais affronté pendant la phase de Swiss. Mais en fait voilà, il y a toujours le Whimsicott qui fait que ça va être très compliqué. Jolteon, pour le coup, c'est le seul qui a vraiment un très bon match-up. Et c'est autour de lui que je vais construire mon équipe, comme je le montrerai après d'ailleurs. Et donc voilà, bon, le reste c'est un peu plus anecdotique offensivement, même s'il y a un des trash tiers qui va sortir, parce que pour une raison très précise que je vais expliquer après. Donc voilà, globalement c'est pas bien. Comme je le disais, Brest, je l'avais affronté déjà pendant la phase de Swiss Round. Week 3 si je dis pas de conneries, et je m'étais fait démarrer la gueule en même temps. J'avais sorti un build des plus expérimentaux, on va dire. Ça avait quasi aucune chance de passer, je le savais. Mais voilà, donc là on est bien décidé quand même à prendre notre revanche, d'autant plus qu'en fait il y a une différence de mentalité, entre guillemets, c'est pas de mentalité mais de connaissance de match-up depuis la week 3 en fait, c'est que au moment où je faisais la week 3, je n'avais pas conscience que notre très cher Jolteon avait un move Fairy maintenant qui s'appelle Alluring Voice. Ce qui fait que dans ma tête, en fait, j'étais condamné à jouer Hidden Power Ice pour toucher à la fois Raging Bolt, pour toucher Greatusk, pour toucher Whimsicott. Ce qui faisait que même s'il avait quand même un match-up assez cool, je le voyais difficilement faire du taf. Et bah en fait, c'est absolument plus la même game maintenant que je suis au courant de cette information. Alors, du coup, le build, bon bah vous avez accès au 6 maintenant, qui va être Jolteon, Aegislash, Diancie Mega, Garchomp, Swalot et Iron Leaves, donc, qui ont build qui a été fait avec un game plan très précis en tête. Et je vais vous expliquer chacun de mes choix tout de suite, en commençant par Jolteon, le premier Poké que j'ai mis dans le build automatiquement, qui va profiter de son talent Quick Fit et la Flame Orb, donc un Quick Fit qui permet d'avoir un boost de 1,5 fois en speed quand il y a un statut, et donc quand on affronte une Sun où on peut se faire dépasser dans tous les sens, bah, c'est toujours utile d'avoir ce talent sur un Poké aussi rapide. Du coup, pour faire un résumé très rapide de la repart, j'ai joué la speed dont j'avais le plus besoin, donc là j'ai la draft à côté pour notamment me rappeler des speed tiers. Ici 352 me permet de dépasser notre très cher Lycanroc. Lycanroc qui va être un problème, je vais l'expliquer dans la suite du build. Et alors en termes de moveset, donc en fait si on regarde la draft à peu près 5 minutes de Braise, on se rend compte que c'est Switch in à Jolteon, c'est pas ça. Donc dans les moves un peu obvious, j'ai mis Volt Switch, toujours très fort sur ce Poké forcément. Alluring Voice qui permet de toucher Greatusk, Raging Bolt notamment, éventuellement Sneasel, Altaria, mais bon, c'est plus anecdotique. La PC Poison pour surprendre le Whimsicott, parce que Whimsicott je vais avoir vraiment besoin de m'en débarrasser et de l'ure. Et alors le dernier move, j'ai mis Baton Pass. Alors j'ai hésité avec T-Bolt, mais je vais expliquer globalement comment j'envisageais la game dans ma tête. Pour moi, quand on regarde la draft de Braise, globalement je m'attends à peu près au même 6 que ce qui m'a sorti Week 3, c'est ce qui est globalement plus fort. Globalement la draft de Braise, elle est un peu construite avec un énorme 5, un Big 5, voire un Big 6, et derrière un fodder. Donc forcément je m'attends à voir la Sun, Greatusk, Raging Bolt, évidemment le Iron Crown pour Diancie Mega. Le Whimsicott est obligé de sortir pour moi, parce que encore contre ma draft avec Prankster c'est trop fort. Et Lycanroc aussi forcément, vu que je n'ai pas de Suichin. Donc du coup, en fait, c'est le 6 que je m'attends à voir au preview, et quand on regarde un peu ses potentiels leads, en fait, pour moi, le Pokémon qui a le plus de chances, enfin il y en a deux qui sont très probables, voire trois, mais je trouve que le troisième est un peu moins probable,
de sortir en preview, ça va être Grey Tusk, enfin de lead je veux dire, un Grey Tusk, Lycanroc et un Whimsicott. Parce que si on regarde du coup le build quand il va voir, Grey Tusk globalement ça perd contre Diancie Mega, c'est pour ça que je le vois un peu moins venir. Mais ça peut gagner contre des leads un peu obvious, c'est-à-dire que en fait je one-shot pas avec Jolteon, donc il peut rester, prendre le trade, et le trade sera pour lui, clairement. Je peux éventuellement lead Aegislash, il gagne. Même contre Champ, il peut prendre le trade, enfin, s'il check pas s'il pense que j'ai pas de Dracometer dans sa tête, ça peut être worse, etc. Donc globalement, Grey Tusk c'est un lead possible, mais je trouve que c'est pas le lead idéal. Il y a les Canrock, comme je dis, j'ai pas de Switch-in, mais il peut très bien me sortir un set pas suicide lead, mais genre vouloir me break directement à base de Life Orb, ou même prendre un coup avec la Focus Sash, mettre les rocks, etc. Les rocks qui me font chier et qui m'ont fait chier pendant la game. Mais en vrai, pour moi, le lead le plus probable c'est Whimsicott, pour une raison très simple, c'est que si on regarde le 6, en fait, soit il a l'avantage sur le papier, soit il peut U-turn. C'est-à-dire que contre Chomp, il peut Moonblast, contre Diancie, il peut taper un Move Grave s'il l'a, ou juste taper U-turn. AJ, pareil, il tape U-turn. Jolteon est pas censé le toucher, c'est pour ça que je parle de Lure quand je parle de PC Poison. Dans sa tête, ce sera peut-être PC Ice. Bon, il perd contre Swalot, mais Swalot, j'ai aucune raison de le lead. Et derrière, si c'est Iron Knives le lead, il peut taper U-turn et me mettre une barre. Donc, pour moi, en fait, il a pas d'autre raison que de lead Whimsicott. Ou alors peut-être qu'il ramène pas le 6 que j'anticipe et il valide autre chose, mais bon, ça me paraît un peu bizarre. Et donc du coup, pour en revenir à la situation de base de pourquoi j'ai mis Baton Pass, c'est que si la situation que j'anticipe tour 1, eh bien celle-là, c'est-à-dire que Whimsicott est lead et moi je lead Jolteon, forcément ça va être mon lead, j'ai aucune raison de pas le lead pour le coup. Je vais taper PC Poison tour 1 et il devrait mourir. Donc ça c'est dans un monde idéal. Sauf que du coup, qu'est-ce qu'il fait? Son seul RK, entre guillemets, vrai RK à Jolteon, ça va être Grey Tusk. Ou alors il veut mettre Raging Bolt, mais globalement ça va être Grey Tusk pour me menacer forcément. Sauf que connaissant Braise, je suis pas à l'abri en fait de me manger un double switch sur Charizard. Parce que ma réponse un peu facile à Grey Tusk, ça va être Iron Knives. Notamment où potentiellement il anticipe un Aegislash ou Caberry ou Ballon pour venir, et dans ce cas-là Charizard est safe aussi. Donc ça ne m'étonnerait pas de lui de prendre des risques aussitôt s'il prend un tel retard. C'est pour ça que moi j'ai pas envie de me prendre un double switch dans la gueule, et je veux taper Baton Pass comme ça. Si c'est bien le Grey Tusk qui arrive, si stay in, je button pass, je vais sur ce que je veux, et en l'occurrence ce sera Iron Knives probablement, mais je détaillerai plus tard. Soit il fait bel et bien son double switch sur Zard, et je peux me permettre de remettre la pression, et garder la pression dans cette game, c'est la clé du match-up, littéralement. J'ai pas le droit de subir, sinon je perds en fait. Donc voilà, globalement c'est tout ce que j'ai à dire sur Jolteon, le Poké le plus fort du match-up. Il peut clean, il peut tout faire en fait, ce Poké, il est trop fort. Ensuite, du coup, pour accompagner Jolteon, j'ai mis un Aegislash. Alors pourquoi Aegislash? C'est parce qu'en fait, si on regarde un peu la draft, quand je dis que Jolteon il a très peu de switch-in, c'est vrai, mais il y en a bien un qui est totalement probable de sortir, c'est le chef de fer. Avec potentiellement la Sauvest. Alors pourquoi il jouerait la Sauvest? Parce que j'ai Diancie Mega dans ma draft en fait. Donc c'est un peu le set obvious. Même si c'est pas ce qu'il a sorti pour le coup, quand on s'est affronté en pool, il a préféré jouer un Scarf pour Lure du Garchomp, pour Lure du Diancie Mega, c'était une bonne idée aussi, mais je le vois pas tenter ça une deuxième fois, maintenant que j'ai connaissance du set. Donc, du coup, moi mon but c'est juste de foutre Aegislash quand le Crown est là, et de le trap, parce qu'il s'attendra pas forcément à poursuite en voyant le Aegislash, je pense. Donc du coup, c'est une spread assez ambivalente on va dire, donc full HP parce que j'ai rien de particulier à dépasser, tout me dépasse. 156 Adamant, en fait c'est l'attaque, c'est pas attaque spéciale, je me suis trompé, et 100 SPDF, donc 252 HP, 100 SPDF, ça me permet de tenir des moves, je sais plus lesquels, notamment
ne pas se faire de HKO par Raging Bolt, je crois, ça doit être un truc comme ça, pour lui mettre une attaque et pas le laisser setup trop gratuitement. Donc voilà, donc alors ici le but ça va être vraiment de lure sur Iron Crown, enfin pas de lure mais de le trap. Du coup j'ai mis Shadow Claw, move qui touche à peu près toute sa team. Poursuite et Sword Dance pour ne pas être passif. Pour le coup, bon, j'avais plusieurs options ici. Ça pouvait être Shadow Ball, ça pouvait être Head Smash aussi potentiellement pour lure le Charizard Mega Y, étant donné que lorsqu'on s'est affronté, il avait ramené un Bulky justement pour tenir et venir gratuitement sur la Aegislash. Donc je me suis dit Head Smash, si il retente la même, ça peut être marrant. Shadow Ball aussi pour Great Tusk forcément, mais Great Tusk j'ai déjà d'autres moyens de le weaken. Donc je me suis dit que Shadow Claw c'était suffisant et que Sword Dance c'était plus intéressant, notamment pour gratter des bons dégâts face à un Raging Bolt qui décide de setup, de tenter un duel, de profiter du fait que Aegislash fait pas si mal que ça draft dans les faits. Et en dernier j'ai mis King Shin forcément parce que ici j'ai trop besoin de ma forme bulky pour tanker un move et derrière taper parce que sinon ça va pas bien se passer quoi en gros. Donc voilà, c'est globalement le rôle de Aegislash. C'est à la fois il a un rôle important dans le game plan, mais en même temps c'est peut-être le premier Pokémon que je vais sacrifier. Il a une tâche très précise et une fois qu'il a effectué sa tâche, il ne sert plus à rien en gros. Ensuite, j'ai mis évidemment Diancie Mega. Alors Diancie Mega très très fort dans le match-up aussi, évidemment. Très très peu de switch-in à part Iron Crown que je peux toucher avec Mystical Fire. Sous Sun ça fait quand même des bons dégâts. Après forcément ça dépend de sa spread parce que si il est vraiment bulky, je vais pas lui faire tant de mal que ça. Du coup, je vais passer sur la spread qui est assez classique. Je tente la taille avec le Lycanroc qui me fait vraiment chier. Sinon le set ça va être un set Rock Polish du coup avec Moonblast, Mystical Fire, Diamond Storm. Et donc c'est un set qui profite justement particulièrement du fait que Iron Crown soit handicapé et soit mis sous pression par le Jolteon précédent et aussi par le Aegislash Trapper. C'est-à-dire que, étant donné que c'est deux pokés qui vont forcer Iron Crown à sortir pour les tenir, entre guillemets, enfin non, je veux dire, pour tenir Jolteon en tout cas, et potentiellement se faire trap par Aegislash si je fais les bons switch. Derrière, ça va être ce Diancie Mega justement qui va pouvoir en profiter, parce que si on regarde, une fois qu'il n'y a plus Iron Crown, en fait, c'est un peu la roue libre une fois que j'ai réussi à mettre ma Rock Polish, et donc étant donné que Diancie est quand même assez bulky, quand il n'a pas encore méga évolué, je peux me permettre de placer cette Rock Polish, justement. Et derrière, potentiellement, Clean Ma Game, c'est une de mes win cons, clairement. En plus, avec le talent Magic Bounce, je sais pas parler, le Whimsicott avec son prankster encore ne me fait pas peur, enfin je crois que ça marche, j'ai pas vérifié mais si je me prends vraiment encore et que ça reflecte pas le move, je pleurerai, c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, donc en l'état une fois Iron Crown mort, comme je disais, en fait y a rien qui vient à part peut-être Garbodor, mais Garbodor sortira pas, y a aucune raison. Donc voilà, globalement un Pokémon très très dangereux pour sa draft. Ensuite, le Garchomp. Alors le Garchomp, il sort avec à peu près le même set que quand je l'avais affronté. Il sort pour une raison très simple en fait, c'est que Raging Bolt c'est des problèmes forcément. Avec sa priorité, avec les 15 000 sets qu'il peut sortir, c'est-à-dire qu'il peut être Pivot Volt Switch, il peut être Eject Pack Dracometor, il peut être le set CM qui veut te refaire le cul en fin de game et tout. J'ai besoin d'un soft check, parce qu'on peut pas vraiment parler d'un check en lui-même. C'est pour ça que j'avais besoin d'un hinge, j'avais donc mis le champ qui est quand même assez safe contre 3 de ses moves les plus fréquents, enfin 4 si on compte CL, mais bon c'est pas un move offensif, qui va être du coup le Vol Switch, le Thunderclap et éventuellement la Weather Ball sous Sun qu'il a déjà sorti durant ses games, qui serait pas non plus si surprenant que ça. Et du coup en fait le problème c'est que Chomp il meurt s'il se prend un move dragon, donc du coup j'ai dû mettre la Banberry. Et c'est aussi particulièrement utile si je dois RK justement ce même Raging Bolt qui sait setup, parce que j'ai laissé setup plutôt dans la game, ça peut arriver si je fais des erreurs ou si juste il joue bien. Donc admettons il est setup, il tape Dragon Pulse, moi je peux taper mon double Quake et au final je ne meurs pas alors que j'étais censé me faire refaire le cul. Donc la spread justement
120 HP, 148 en SPDF qui permet de ne pas se faire one shot, si je dis pas de conneries, par un Dracometeor après les rocks. Je sais plus si c'est sous Sun ou pas, mais je sais que je suis censé tenir. Et la speed ici, je dépasse Charizard. Voilà, parce que le Poké, j'ai pas envie de me faire niquer sur ça tout simplement, donc je voulais le dépasser. Même si quand on regarde, je touche pas vraiment en vérité, c'est surtout pour lui faire peur aussi, donc forcément le Earthquake qui tape toujours bien fort. Draco Meteor pour Great Tusk parce que j'ai pas envie de le laisser free, mettre des bulk up, spin, faire sa vie, que sais-je. J'ai envie de le weaken ce Poké et Draco Meteor c'est une des options qui, je sais pas si on peut le parler de pouvoir le surprendre, mais voilà, qui lui fait des bons dégâts. Poison Jab évidemment pour une psychote, là pour le coup le move il est vraiment obvious donc ça va être difficile à taper. Et en dernier, bon, je savais pas quoi mettre, du coup j'ai mis les rocks. Si j'arrive à les placer c'est bien, si j'arrive pas à les mettre tant pis parce que en vérité c'est beaucoup trop dur d'empêcher le spin de Great Tusk. Et très honnêtement Rapid Spin c'est un move qui peut taper même sans vouloir retirer les hazards parce que le boost en speed fait que le mon peut très vite me faire chier en fait. Donc voilà, les SR c'est le dernier move, si j'arrive à le mettre pour en profiter c'est bien, sinon tant pis. Donc voilà, ça va être mon soft check, mon in entre guillemets à Raging Bolt pour l'empêcher de faire des dingueries. Et aussi j'ai pas précisé, dans l'utilisation de la Banberry, il y a une situation un peu drôle qui pourrait arriver et qui me surprendra même pas en fait, c'est que connaissant Braise, et c'est peut-être ce qu'il a fait week 3, je me souviens plus, c'est qu'il pourrait sortir Shukaberry Raging Bolt. Et alors dans ce cas-là, la Banberry elle permet d'éviter le lure adverse de la Shuka, c'est-à-dire que nos lures se neutralisent en même temps, ce qui serait un peu drôle. Mais voilà, c'est vraiment une situation qui me surprendrait pas. Donc le mon est vraiment là pour le coup pour Raging Bolt. Et alors ensuite, dans les pokés qui me restent, globalement là on a déjà une belle structure, une belle ossature dans le game plan et dans la team. Mais il y a un poké qui me pose toujours un problème, c'est Lycanroc. Lycanroc auquel je rappelle je n'ai absolument aucun switch-in. Et c'est pour ça que j'ai dû ramener un poké surprenant, mais un poké extraordinaire. Je parle évidemment de Swalot. Je sais pas pourquoi je fais du suspense, vous l'avez vu dans le 6 de toute façon. Alors ce Swalot absolument extraordinaire, il est là vraiment uniquement pour gérer sur le physique ce Lycanroc et derrière ne faire en sorte de punir sa venue. C'est-à-dire que mon utilisation va vraiment dépendre du cas de figure. Déjà il a Sticky Hold, c'est un talent très cool, notamment s'il ramène Sneasel, ce qui est pas impossible en vrai, c'est pas mauvais contre ma draft. Ça permet de pas me faire coffre, ça permet de punir les triple axel, etc. Full HP, full def pour le coup. Tout simplement parce que je veux plus tenir sur la def. Et comme je disais, Rocky Helmet qui permet de punir les moves de contact. Moves de contact qui sont boostés chez Lycanroc. Donc c'est tout l'intérêt. En gros, le seul move que je punis pas vraiment chez Lycanroc, ça va être le Stone Edge. Sachant que c'est ok, ça me fait pas si mal que ça si il a pas d'item qui booste les dégâts. Et admettons s'il est Life Orb, bah il prend quand même son recul. Derrière, je sais pas, je peux taper des Pain Split, je peux faire des Earthquakes, je peux faire un peu ma vie. Pour le coup, le move que j'ai tapé, comme je disais, ça va vraiment dépendre de comment Braze va jouer en fait. Si je sens qu'il sous-estime le mon, qu'il me regarde pas forcément son move pool, je vais juste taper Earthquake. Je vais prendre les dégâts et je vais me débarrasser du mon. Le trade, il sera forcément en ma faveur. Sinon, si il check, j'ai toujours le Pain Split. Poison Jab qui est toujours sympa, qui peut empoisonner les pokés, etc. Globalement, le combo poison ground c'est assez fort contre Braise. En gros, le seul poké qui vient vraiment full safe entre guillemets, c'est le Great Tusk. Sauf que le Great Tusk, si il se fait empoisonner, c'est exceptionnel pour moi. C'est vraiment un mode que j'ai envie de week-end encore une fois. Pour le Jolteron notamment. Donc voilà, et en last move j'ai mis j'ai mis Pain Split du coup, et en last move j'ai mis Letty Spice. Alors ça c'est un peu comme Chomp, c'est-à-dire que si j'arrive à les placer c'est bien, mais c'est pas une priorité non plus. Là la priorité c'est de gérer ce Lycanroc. Après pour le coup je trouve que Letty Spice c'est encore plus intéressant que les Rocs contre sa draft. Et ça peut énormément m'aider sur l'endgame pour le coup, parce que avec les monstres qu'il a, c'est-à-dire Raging Bolt,
Même si je pose les T-Spikes et que derrière il arrive à les retirer avec Tusk, bah si le Tusk il est pas boots, ça veut dire qu'il va se faire empoisonner et ça c'est très cool. Globalement les T-Spikes contre Brest c'est fort, donc voilà. Et du coup, alors on a trouvé la solution au problème Lycanroc et il me manque un dernier poké. Alors généralement dans cette situation, mon dernier poké ça va être un peu un couteau suisse qui va répondre à une exigence secondaire entre guillemets mais qui m'est utile. Alors ici comme je le disais, j'ai besoin impérativement de Weaken the Great Tusk, notamment pour que Jolteon puisse prendre un kill sur Alluring Voice. Donc là, en l'état, le problème c'est que je peux le weekend de plein de manières différentes, mais ça reste quand même des manières un peu obvious. C'est-à-dire que il peut ne pas prendre le Draco Meteor en checkant de Garchomp. Il peut éviter de se prendre les rocks, les T-Spikes, etc., etc., etc. Donc mes manières de weekend elles sont pas opti et surtout je peux jamais punir le rapid spin et ça c'est très problématique. Parce que ça lui donne en fait un boost de spin gratuit, ça lui permet de retirer une avancée que j'ai pu mettre dans la game sans que ce soit tant bénéfique que ça pour moi. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai envie de punir le rapid spin, j'ai aussi envie de punir le high spinner. Parce qu'en l'état contre mon build, il a aucune raison de pas cliquer high spinner. C'est pour ça que j'ai ramené un poké un peu particulier qui va être le Iron Leaves. Alors bon, le fond c'est Viridium parce qu'il n'y avait pas Iron Leaves malheureusement. Mais c'est tout comme. Alors, le Iron Leaves qui est Rocky Helmet avec 32 HP, 252 def et 224 en speed avec la nature jolie qui permet de dépasser encore une fois Charizard. Et ne pas me faire one shot. Alors pour le coup, ça va vraiment être mon in entre guillemets à Great Tusk. Et c'est pas un in dans les faits, mais en fait il est juste là pour punir. C'est-à-dire que dès que Great Tusk il tape, il va taper sur le contact. Donc il va prendre un coup de Rocky Helmet et afin de s'en prendre 1, 2 ou 3 en fonction de ce qu'il tape, hein, c'est-à-dire qu'il peut très vite monter à 3 s'il tape des rapid spins, s'il tape des assauts frontales, même des high spinners, j'en tiens 2 je crois, c'est le principe de la réparte. Donc voilà, et sinon globalement il touche un peu, en fait il touche un peu tout sans faire des gros damage quoi. C'est vraiment le couteau suisse qui va, dont l'utilisation va dépendre de ce qui va se passer dans la game. Donc sinon au niveau du moveset, un Psy Blade forcément un bon stab psy qui touche assez bien globalement sa draft. White Charge qui permet de toucher super efficacement Charizard parce que sinon je lui fais pas assez mal. Throat Chop pour le Iron Crown et potentiellement le surprendre. Et en last move, voilà, encore une fois je pouvais mettre un peu ce que je voulais, j'ai mis sur Dance pour éviter de laisser un Jing Bolt trop setup tranquillement face à moi et mettre un peu de pression. Donc globalement voilà pour le build, un game plan que je trouve original mais assez convaincant en même temps et qui peut marcher parce que globalement c'est un peu ce que j'ai ramené tout au long de la compétition, des game plans avec cet esprit. Donc voilà, ça va aussi dépendre énormément du build que ramène Braise parce que si il me surprend avec des pokés un peu inattendus, ça peut très très vite mal se passer aussi. C'est peut-être un de mes défauts en build aussi, c'est de trop me concentrer sur un 6, mais en même temps, vu la gueule du match-up, j'ai pas trop de choix. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, et on se retrouve tout de suite pour la game. Et nous voilà enfin pour le commentary de cette finale, avec une petite surprise au niveau du build de Braze, même une grosse surprise, puisqu'il a décidé de ramener un Executor, un autre coco. Et alors autant vous dire, je pense, ça s'est senti dans ma présentation du build que je n'ai absolument pas considéré le mon. Hein. Pour moi, ça n'allait pas sortir. Et du coup, je le vois en tout premier dans sa team. Donc soit en fait il avait impérativement envie de le jouer, ce qui est envisageable, il avait envie de s'amuser je suppose. Et vu comment il m'avait roulé dessus à la première game, il pouvait se le permettre. Soit il a un game plan du futur qui peut me faire très peur parce que du coup le build est prévu de manière assez unidimensionnelle par rapport au déroulé de la game. Donc comme je disais pendant la présentation, je pense s'il me ramène une dinguerie à laquelle je ne m'attends pas, ça peut très vite partir en cacahuète. Et surtout ça veut dire aussi que il a pris notre coco à la place de Lycanroc. Et je suis autant content que déçu, entre guillemets. Content parce que le poké était vraiment trop fort, je trouvais, contre moi, donc je suis un peu content de pas le voir. Mais en même temps, du coup, mon Swadloon sert quasiment à rien.
Et c'est autant dommage pour le lore de la finale, parce que j'avais envie de le faire briller, ce Swalot quand même, que dans le sens où ce Swalot va pas me servir à grand chose en fait sur le papier dans cette game. C'est presque un non-mon. Donc voilà. Surtout qu'en plus le mode Coco il est premier, donc il me fait peur comme je le disais, et il va peut-être vouloir le lead, enfin je sais pas ce qu'il va faire, donc moi dans tous les cas j'ai gardé mon même game plan. Comme je le disais, je vais lead Jolteon, il va lead Executor. Donc là je vois le poké, je suis en mode mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, donc je m'en vais de ce pas regarder son move pool, parce que c'est vraiment peut-être la première ou deuxième fois que je l'affronte. Évidemment, ça peut être Sunny chlorophylle, ça peut faire du subseed, des conneries dans le genre, je crois que même il y a la trick room, donc je ne savais pas quoi penser, et surtout je regarde, et le poké il a en termes de coverage Earthquake. Alors Earthquake, je suis pas sûr que ça me tue, j'ai pas calque j'avoue, mais ça va me mettre une grosse barre, et j'ai absolument pas envie de me faire weekend Jolteon tout de suite. Donc moi dans tous les cas j'ai un play save, c'est de Volt Switch, c'est ce que je vais faire. Et je vais aller sur Iron Leaves. Parce que j'avais vérifié, normalement sur le papier, Executor ça ne touche pas Iron Leaves. Alors vu que j'ai regardé le move pool assez rapidement, j'étais peut-être passé à côté d'un move. Mais je me suis dit dans tous les cas, au pire s'il y a un move que j'ai pas vu, il n'y a aucune raison qu'il tape un move qui soit dangereux pour Iron Leaves le tour où il y a Jolteon. Enfin en termes de compensation de type, les deux pokés n'ont rien à voir. Donc voilà, je m'attendais soit à un move, à un Quake, soit je sais pas, une malgacherie, et donc il va taper Sunny Day. Et alors moi je vois ça, je suis pas content forcément, parce que il met la Sun au premier tour en fait. C'était ce qui était pas spécialement prévu, et surtout c'est du coup Executor ça a chlorophylle. Et Executor chlorophylle, ça fait un peu peur à ma draft, parce que j'ai pas pu activer ma Flame Orb vu que j'étais obligé de Volt Switch. Et donc du coup, voilà, je me retrouve avec un exécuteur chlorophylle que je ne peux pas RK vu que il est trop rapide et que j'ai pas de prio sur Aegislash. Hein, j'avais pas précisé, mais ici la prio par rapport au 6 que j'attendais était pas très utile honnêtement. Mais là du coup avec un psy aussi rapide j'aurais aimé avoir sneak effectivement, donc dans tous les cas c'est pas grave. Je me dis le pire qu'il puisse me faire si j'ai bien regardé son move pool, c'est une HP Fire sous Sun, donc ce qui est complètement possible pour toucher Aegislash, mais il peut très bien avoir Quake aussi qui touche Aegislash et Jolteon, donc dans tous les cas moi je suis obligé d'aller sur Iron News, j'ai pas le choix. J'ai mon Throat Chop que je vais taper. Et il révèle la HP Fire effectivement qui me met 75%, et il révèle aussi la Life Orb. Life Orb ça veut dire que in de HKO, mais ça veut dire aussi que la Sun elle dure 5 tours et pas 8, donc ce qui est pas plus mal dans le fond. Donc moi je peux taper la Throat Chop, voilà. Je ne le tue pas parce que ça a quand même un bon bulk Executor et que je suis pas investi en attaque malheureusement. Donc je me retrouve dans une situation un peu merdique dès le tour 2 en fait, enfin dès le tour 3, parce que en fait il a encore 2 coups à mettre avant de mourir de la Life Orb, et comme j'ai dit j'ai pas de priorité, et derrière son combo de move peut toucher toute ma draft en fait, c'est à dire qu'il a probablement le move grâce, et ça va être soit Solar Beam qui one shot, qui peut faire des one shots, soit Giga Drain, auquel cas il se régène et il peut continuer à me taper, donc je peux pas aller sur un poké qui laisse taper le move grâce. Il a très probablement le move Psy, je m'en doute, hein, donc voilà, je prendrai pas le risque, et donc du coup en fait, là je vais être obligé déjà de sacrifier mon Iron Leaves dès le tour 3. Il va révéler Psychoc, donc j'ai bien fait de pas tenter le diable, à tenter je sais pas moi un Swalot ou que sais-je, en mode il va retaper HP Fire, non c'était assez gratuit de sa part. Et je perds directement le Iron Leaves. Alors c'est pas extraordinairement grave comparé au reste de mes pokés, mais ça veut surtout dire que je vais galérer à Weekend Great Tusk. Et ça pour la suite de mon game plan, c'est catastrophique. C'est vraiment un début de game très compliqué pour moi, et ma finale elle part très très mal. Donc je vais aller sur Aegislash pour essayer de le menacer en mode j'ai Shadow Sneak pour que je sais pas il tente un switch en mode je peux conserver le Executor pour le sacrifier plus tard, sachant que j'ai rien d'autre à faire de mieux de toute façon, hein, parce que le Diancie il prend le move grâce, Jolteon il prend cher, Garchomp j'ai pas le droit de le weekend parce que sinon je gère plus le Raging Bolt, et Swalot
Voilà quoi. Donc mon play ici c'est aller sur Aegislash et tenter de lui faire peur. Et bah en fait il va stay in, donc ce qui est complètement un play potable hein, dans les faits. Et du coup bah je me prends des dégâts de... je me fais weaken, j'avais tenté la poursuite, hein, on sait jamais. Après dans les faits, est-ce que taper poursuite c'était la meilleure des idées? Je ne suis pas sûr. Parce que maintenant le Iron Crown sait que j'ai poursuite et il va peut-être pas se faire avoir comme je le souhaiterais. Mais bon de toute façon on a déjà bien remarqué que mon game plan prévu initialement, bah c'est pas ça. Donc, du coup, après, de toute façon, en play disponible que j'avais, c'était quoi c'était taper Shadow Claw, mais c'était pas dingue non plus, on va dire. Parce que j'aurais gratté des petits dégâts, mais ça m'aurait pas fait avancer. Là où j'avais pas envie de lui laisser le sac du noix de coco plus tard dans la game, j'ai besoin de cette pression, j'ai besoin de l'avantage numérique notamment. Donc voilà, après j'aurais pu tenter sur Dance, mais pareil, si Switch ça m'avance à rien. Et après, bon, King Shield, à moins de tenter double King Shield, j'étais pas avancé. Donc, ne révéler poursuite ça m'arrange pas, mais en même temps, est-ce que j'avais mieux à faire? Je suis pas sûr. Enfin bref. Du coup, il va mettre Raging Bolt. Il va mettre Raging Bolt. Ce que je peux comprendre, parce que quand on regarde mon 6, bah en fait je in absolument pas dessus, sachant qu'il sait pas que j'ai la Banberry sur Chomp. Donc il peut profiter, comme je le disais pendant le build, de la passivité entre guillemets de ce Aegislash pour ce setup. Et du coup je me retrouve dans une situation un peu compliquée, parce que là va falloir que je porte mes couilles et que j'arrive à trouver le bon switch. Sachant que je ne connais pas son set, donc il peut être CM, il peut être Eject Pack, il peut juste être Vol Switch. Donc voilà, après dans le build, j'ai quand même dit que si j'avais un in à faire, c'était Garchomp. Donc je suis resté fidèle à mes principes, parce que dans les faits, il pouvait taper un move électrique qui est quand même assez free. Après, il sait pas que Jolteon est Quick Fit et pas Volt Absorb. Il peut taper la CM aussi, c'est un play totalement envisageable, surtout que là en fait il est presque déjà dans une position où dans un build normal entre guillemets il peut me sweep. Et après sinon bah il y a le Dracometeor, mais quand même un play un peu plus risqué je trouve le Dracometeor, sauf dans le cas où il est Eject Pack. Mais après est-ce qu'il est Eject Pack, bah ça je ne peux pas le savoir. Donc je décide de faire le play le plus obvious de mon point de vue, c'est-à-dire aller sur Garchomp, parce que je peux tanker dans tous les cas, et il tape la CM. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour moi, parce que ça veut dire que du coup, il est très probablement pas Dracometeor, hein, c'est pas le move qui est joué, ça veut dire qu'il y a Dragon Pulse. Donc Dragon Pulse, je tank dans tous les cas. Donc ça c'est une merveille, enfin c'est une nouvelle merveilleuse. Et je peux taper meilleur Squawk assez tranquillement, je peux le weaken comme je veux. Et derrière, il me fera plus si peur que ça pour la fin de la game, surtout que là, le soleil va se barrer, donc j'aurai un RK assez tranquille si besoin. Donc voilà, je vais taper Earthquake forcément, et il révèle la Shuka-Berry, pendant que moi je révèle la Banberry. Donc voilà, c'est l'interaction dont j'avais parlé au build. Pour le coup, la partie build a été tournée avant la game, donc je l'avais vraiment anticipé, mais comme je me disais, ça m'étonne pas en fait. Vu que Garchomp c'était vraiment le poké qui empêche Raging Ball de sweep, la Shuka-Berry en vrai elle était évidente entre guillemets, ou alors j'aurais pu taper dans ce cas-là une Dragon Claw si j'étais vraiment offensif, mais Dragon Claw ça tue jamais, donc je suis obligé de taper Outrage, etc. Enfin bref, le Shuka était vraiment un play tout à fait logique chez lui au moment du build s'il sort un 7 Donc voilà, je me retrouve comme ça, et bah là j'hésite un peu. Est-ce que je tente de mettre mes rocs, parce que là en fait dans ma tête c'est un peu évident qu'il va tenter de conserver son Raging Bolt pour la fin de game, parce qu'il a vraiment un match-up monstrueux. Encore plus quand on sait que il a le Greatest qui vient assez free, pareil pour le Whimsicott, enfin voilà quoi. C'est pour moi, je suis à peu près convaincu qu'il va switch, mais en même temps on sait jamais, parce que d'après les calques, en tout cas, je ne le tue pas. Après, il sait pas que je suis 0 attaque, mais au vu de la spread, il peut déjà un peu se douter de comment je suis, s'il a pris le temps de calque. Et même au final, est-ce que les rocks sont si worth que ça, sachant qu'il peut très bien switch sur Grey Tusk et derrière spin, etc. Après, moi, ça me permet de weaken ce Tusk justement, donc c'est pas si mal. Mais est-ce que ça vaut l'investissement de sacrifier le Chomp, sachant que du coup
Derrière, je devrais assumer sans chomp la fin de game contre Raging Bolt, c'est-à-dire assumer contre sa priorité type électrique, je ne suis pas sûr. Donc j'ai décidé de rester fidèle à mes principes encore une fois, rester fidèle au game plan, je tape Earthquake, et il décide d'aller sur Great Tusk. Je me serais peut-être plus attendu au Whimsicott, mais après c'est vrai que j'aurais pu tenter d'anticiper le Poison Jab, après je trouvais le play vraiment risqué pour le coup. Donc voilà, je décide de taper Earthquake. Je mets 27%, c'est très cool. Et là, j'ai toujours le Draco Meteor dans ma manche, sachant que lui, il a deux plays possibles selon moi, c'est soit Rapid Spin, soit Ice Spinner, donc pour tuer définitivement Chomp, ou pour prendre son boost en vitesse, et dans tous les cas, moi, je dois weaken ce Great Tusk. Je n'ai pas le choix, parce que sinon, pour le reste de la game, ça va être une purge, sachant que j'ai perdu mon Rocky à 1 mètre abuser, là, donc je vais devoir trade le Chomp impérativement, en espérant qu'il ne check pas d'ailleurs le Draco Meteor. Le Draco Meteor que j'avais déjà révélé pendant la game de Swiss. Je vais donc taper Draco Meteor, il stay in, donc là je suis content, et il tape Rapid Spin en plus, donc là dans ma tête c'est parfait, parce que du coup ce Great Tusk il est à 19%, donc largement à portée de tout ce que je veux. Voilà, donc maintenant la question ça va être qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide définitivement de sacrifier Garchomp ou est-ce que je tente de switcher? Sachant qu'il faut savoir un truc, c'est que in-game, j'avais oublié que Assaut Frontal faisait des dégâts des dégâts de contact. Donc dans ma tête, il avait juste le Assaut Frontal le plus gratuit de sa vie et il serait pas puni pour ça. Donc du coup, je vais prendre la décision de sacrifier ce Garchomp justement. Voilà, et donc c'est là où je découvre qu'en fait, il y a vraiment du contact sur ce move, et donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je peux aller sur Swalot, et je peux faire même mieux que ce que j'imaginais, parce que du coup dans ma tête, là il allait taper assaut frontal, je pouvais aller sur Swalot, je tankais un coup, c'était sûr, et je le tuais avec Earthquake. Voilà, dans ma tête c'est comme ça que ça devait se passer. Sauf que du coup, en fait là il va mourir du Rocky Helmet, peu importe ce qu'il fait, hein, ça va être forcément un move de contact. Du coup, je peux en profiter pour faire quelque chose qui va énormément m'aider, et j'en suis parfaitement conscient pour la fin de game. Je vais pouvoir mettre, attention, les fameux Toxic Spikes, voilà, donc là, le spinner, il est mort, je peux mettre mes Toxic Spikes, voilà. Et Swalot aura fait son taf de la game, en fait. Donc là, on pourrait croire, quand on voit les pokés restants et l'état de ma team, et l'état de sa propre team, que je suis dans une merde absolue, mais je sais que c'est pas perdu. Donc voilà, donc là, je vais sacrifier Swalot, forcément, il a fait son taf, il a mis 7 Spikes, et j'ai pas de switch-in de manière générale, hasard, enfin je vais pas prendre le risque de switch à Diancie. Et là je vais un peu faire une connerie dans la précipitation, j'avoue ne pas avoir réfléchi plus que ça. C'est-à-dire que je vais mettre Jolteon en mode je le clique tout de suite et je vais lâcher mon petit bolt, tu vas mourir. Parce que dans les 2 secondes de réflexion, et 2 secondes c'est beaucoup en vrai pour la réflexion qui est passée. C'est que je sais pas pourquoi, je me suis auto-persuadé que le Iron Crown était à Sauvest. L'espace de ces 2 secondes, hein, parce que sinon, le reste de la game, je faisais bien attention à tous les différents sets de Iron Crown possibles, et c'est pour ça que j'avais conservé Aegislash d'ailleurs. Au cas où il tentait un set sweeper, dans le doute, je devais conserver ce Aegislash. Donc là, l'espace de la seconde où j'ai pris le temps de cliquer sur Jolteon, c'est dans ma tête, c'était Iron Crown à Sauvest. Donc je vais mettre Jolteon T-Bolt pour menacer le Charizard. Il va avoir le Iron Crown gratuit et donc moi je vais pouvoir pivoter. Sachant que sinon j'aurais juste pu mettre Diancie Mega, mais ça aurait voulu dire que le Iron Crown il venait et je lui faisais vraiment pas grand chose quoi. Derrière il pouvait potentiellement vol switch, etc. Avec le recul forcément c'est un misplay. Déjà pour une chose extrêmement simple, c'est que le Jolteon il ne tuait pas le Charizard, il pouvait pas le one shot, même avec T-Bolt modeste. Et ça je m'en suis rendu compte quand j'ai mis le mon sur le terrain, parce que j'ai l'autocalque, donc je me suis très vite rendu compte de ma connerie. Ce qui fait que j'ai prié pour qu'il switch forcément et qu'il fasse l'erreur, qu'il puisse compenser ma propre connerie. Sauf que non, donc du coup voilà, je mets 60%, on voit bien qu'avec T-Bolt je ne tuais pas. Et ça va me forcer à me prendre une attaque, bon là je vais sur Diancie, j'ai pas le choix. Et il tape Weather Ball, donc au final ça va, je me prends 40% inutilement, mais c'est comme ça. Donc voilà, et je vais tout de suite méga évoluer parce que j'ai rien de mieux à faire, et il va sacrifier son Charizard, sachant que en fait avec le recul aussi,
son sacrifice Charizard, en fait, il était complètement évident, même si je mettais Diancie, il avait pas besoin de switcher sur Iron Crown, parce que quand on voit le reste de ma team, le Zard il sert absolument à rien, c'est-à-dire que il y a Jolteon, il tape super efficace, pareil pour Jancy qui lui one shot carrément, et après derrière bon il y a Aegislash, mais Aegislash en fait il fait pas peur au reste de sa team, ça veut dire Free Raging Bolt pour lui. Il y a toujours le Whimsicott qui peut encore prankster si jamais je me mets à faire des SD, donc en fait dans les faits il avait aucune raison de garder son Charizard. Alors bon, malgré aussi mon misplay, ça me fait quand même gratter un tour de Sun entre guillemets, ce qui est pas si mal que ça pour la fin de la game. Mais voilà, c'est clairement un play discutable de ma part. En tout cas, le Charizard il meurt, j'ai la raise en défense, mais ça sert à rien. Et forcément, il met le Iron Crown. Donc là, je vais sur Aegislash automatiquement. Oula. Voilà, conformément au game plan, j'ai rien mieux à faire. Et donc il tape, la lame tachyonique. J'avais un peu peur du vol switch entre guillemets, c'est pour ça que j'hésitais à aller sur Jolteon aussi potentiellement. Mais derrière, ça me mettait dans une position qui m'aidait absolument pas au final d'aller sur Jolteon, donc je préfère le Aegislash, qui était globalement l'option la plus safe. Et alors à partir de là, j'ai la fameuse question à 1 million d'euros. Quel est le set de ce putain d'Iron Crown? Donc, si je m'en réfère entre guillemets à la construction de sa team et aux dégâts qu'il m'a fait aussi, parce que après ça reste des dégâts très faibles, donc j'ai pas une idée très précise de sa spread, mais il est pas des plus offensifs ce Poké, ça je le sais. Donc, si je m'en réfère à sa spread, à la construction de sa team, j'ai envie de croire à le Sauvest, très honnêtement, parce que sinon, Diancie. À Diancie c'est les problèmes quoi, parce qu'on a vu clairement que notre Coco d'Alola du coup il était vraiment offensif, c'était pas une malgâcherie contre Diancie. Donc j'ai envie de croire à la Sauvest, sachant qu'il peut également être Scarf comme la dernière fois, mais ça j'y crois un peu moins. Mais il y a aussi toujours le doute sur le fait qu'il puisse être un set un peu de merde à base de Agility, Weakness Policy ou que sais-je, et si je mets ça... Et si je proc finalement cette Weakness Policy, je perds la game là, je suis trop bas en vie avec Aegislash, c'est finito. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que il va switch, donc visiblement soit il est lock, soit il n'avait pas vol switch. Ce qui me paraît un peu bizarre quand même, bon, je connais toujours pas son set finalement aujourd'hui. Donc voilà, il va aller sur Whimsicott et moi je vais faire le play le moins contraignant entre guillemets, je vais taper sur Dance. Pourquoi je tape sur Dance? Parce que soit il pivote et il va sur Raging Bolt, sauf que du coup je vais pouvoir weaken sur Raging Bolt, sachant que je le tuais toujours pas avec Jolteon. Et dans ce cas-là, ça reste rentable pour moi, ça va. Disons que c'est... Avec la fin de la game, ça allait encore. Et surtout, même si switché que je tapais poursuite, derrière j'étais en forme attaque, et dans ce cas-là je mourrais de tout, donc ça m'arrangeait pas. Et globalement, si switchait du coup sur Raging Bolt au lieu de faire Volt Switch, ça change rien, ça revient en même. Et s'il allait sur Whimsicott, disons qu'il n'y avait rien de dramatique non plus, je prenais mon tour de lefto, et aussi ça le forçait à taper encore, forcément. Donc du coup, là je prends mon tour de lefto comme je disais, je sais qu'il va taper encore, donc ça veut dire que je peux aller sur mon Jolteon. Et là, il tape son encore, et vous savez très très bien ce qui va se passer maintenant. L'idée de la team va fonctionner au bout de 16 tours au lieu du tour 1. Mais l'important c'est que ça marche. Voilà, je révèle le Quick Fit et je tape la Hidden Power et il s'y attend pas et le Whimsicott il meurt. Et ça c'est incroyablement bien pour moi. Derrière, il y a le Raging Bolt qui arrive. Je tape là le Ring Voice, il s'y attend pas. Je ne sais pas s'il savait que le Poké avait le move ou pas, vu que j'étais pas au courant lors de la week 3, donc ça a dû le surprendre aussi. Pendant que lui tape la Dragon Pulse. Encore une fois, les T-Spikes qui font un taf monumental parce que là, je suis potentiellement à range de Vif Éclair, vu que maintenant il sait que je suis pas Volt Absorb, à moins que je tente un Lure Flame Orb pour dire que je suis Quick Fit et en fait je suis Volt Absorb, mais bon, voilà, on n'en est pas là.
Donc merci à Valto pour cet e-spikes. Je tape Volt Switch, il me laisse taper finalement, donc je conserve mon Jolteon. Je vais sur Aegislash pour faire face au dernier Poké, le Iron Crown. Il tape Psychic Noise, je tape la Sword Dance parce que j'ai rien mieux à faire, disons, dans le cas où il a toujours sa Weakness Policy ou que sais-je. Et je vais pouvoir finalement taper ma Shadow Claw et tuer ce putain de Iron Crown. Ce qui fait donc que j'ai battu Braze en finale, oula, pour que ça relance, de la SAC. La game est pas parfaite, clairement. Je me suis bien fait surprendre par le noix de coco, même si au final j'ai su gérer, entre guillemets. C'était pas non plus, à mon avis, le Braze le plus investi qu'on ait jamais connu. Mais c'est toujours quand même une très belle victoire à prendre pour moi. Surtout que c'est peut-être la première fois que je le bats, si je dis pas de conneries. Et encore plus, pour une question symbolique, c'est que la SAC, c'était ma toute première DL de Pokédraft. Du coup, gagner la 4ème édition, ça me montre quand même l'évolution face à un joueur que je respecte énormément et qui m'avait déjà battu en Suisse. Donc voilà. Ça annonce, j'espère, du bon pour la HDL. Et en tout cas, ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui va pas. Hein. C'est complètement un test. Voilà, faut encore que je rajoute la musique au montage. Vous me direz si au niveau du son c'est bien. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo sans doute pour la HDL2 en espérant que je floppe pas. Allez, salut!